Bonjour, aujourd'hui on est ravi de recevoir Daniel Revax pour son livre qui vient de sortir à l'Harmattan sur Raoul Allier. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors, on se parle aujourd'hui de ce personnage, Raoul Allier. Est-ce que vous voudriez nous le présenter, savoir qui est un peu ce personnage Raoul Allier? Raoul Allier est un personnage clé du protestantisme français du début du XXe siècle. Vraiment une figure de proue. Il est en avant sur tout ce qui se passe au sein du protestantisme. Il est né, il faut le dire, en 1862, il meurt en 1839, donc il traverse quasiment la Troisième République. Et c'est ainsi que, en 1882, juste après son entrée à l'école normale supérieure, qu'il réussit brillamment, hein, puisqu'en 85, il est agrégé de lettres, de philosophie, pardon, et bien sûr, peu de temps après, il est nommé professeur de philosophie à Montauban, au lycée, et ensuite à la faculté de théologie, avant de devenir professeur de faculté de théologie de Paris. Et là, sa carrière va prendre un envol considérable. Alors, il fait philosophie puis théologie? Alors oui, parce que d'abord agrégé de philosophie, ensuite il fera un doctorat en théologie, mais c'est d'abord un philosophe. Il n'est pas véritablement un théologien, on peut le dire. Il n'est pas vraiment un théologien, il est plutôt un philosophe des idées, un historien des idées. Il va donner des cours à la faculté de lettres en tant qu'historien des idées. C'est, il faut le préciser, mais à la faculté de théologie, il va faire l'histoire de la philosophie pour de nombreux étudiants de théologie. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour lui après ce début de carrière à Paris, donc à la faculté de théologie? Alors, il arrive à la théologie, bien sûr, à la fin des années 80, au début des années 90, et c'est l'affaire Dreyfus qui commence en 1994. Deux théories sur l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est une affaire inique. C'est un scandale d'État, un, incomparable qui n'a jamais pu avoir et qui n'aura plus encore sous notre ère. Impossible qu'on puisse accuser injustement un homme comme cela, tout simplement parce qu'il est juif. Et donc, Raoul Allier, méthodiquement, en 1898, au moment euh, où Zola écrit son J'accuse, lui, il sort l'affaire Calas. Qu'est-ce que l'affaire Calas? C'est une affaire protestante, si je puis dire. Parce que c'est un scandale aussi d'État. Entre 1861, Jean Calas voit son fils Marc-Antoine qui meurt. Vous savez, protestants, c'est les Calas, les protestants de Toulouse, ce sont des bourgeois protestants de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe? Quand Marc-Antoine meurt, eh bien, ils accusent le père Jean de l'avoir tué tout simplement parce qu'il est protestant. Et il faudra attendre 1865 pour l'innocenter. Et en sortant cet ouvrage, il va en fin de compte montrer la réalité de l'affaire Dreyfus, sous-bassement, caché derrière cette affaire Calas. Et c'est ainsi qu'il va provoquer et toucher l'émotion du peuple de France avec son ami Charles Péguy en publiant régulièrement des chroniques sur l'affaire Dreyfus. Et cela va, bien sûr, va contribuer avec sa publication dans la presse à révéler l'affaire Dreyfus au grand public jusqu'en 1804, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a avec lui un peu le monde protestant derrière lui à cette époque-là au sujet de l'affaire Dreyfus, ou bien est-ce qu'il est tout seul, ou comment? Ah non, les protestants se sont concernés cette affaire Dreyfus. Parce qu'en mettant l'affaire Calas en évidence, bien sûr, les protestants se sont concernés. De même que hier, c'était Calas et les protestants, aujourd'hui, c'est Dreyfus et les juifs qui sont condamnés. On voit toujours que l'étranger, en quelque sorte, puisque les protestants étaient considérés à l'époque comme des étrangers, sont ciblés, ne sont jamais considérés comme de vrais Français, simplement parce qu'ils ne sont pas catholiques. Et cette perception des choses dans la société est un message important qu'il veut faire passer. Nous sommes Français comme vous tous et attachés à la République française et à la République tout simplement. Donc c'est à ce moment-là qu'il se fait connaître du grand public, hein, je pense. Il va se faire connaître aussi plus tard dans son rôle euh, avec l'histoire de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État en 1905, c'est ça? Tout à fait, parce que la loi de séparation des églises de l'État. Tout simplement, Émile Combes, le petit père
euh, un anticatholique notoire. Hein, il avait voulu être prêtre, mais malheureusement, il n'a pas pu le devenir. Et donc, par revanche, il va faire une loi très scélérate contre les églises. Scélérate parce qu'elle empêchait les églises d'une région en quelque sorte, à soutenir une autre région, d'un département à soutenir un autre département. Par exemple, vous étiez dans la Creuse, vous ne pouviez pas soutenir une église du Morbihan. Les fonds devaient rester dans le département et ça entraînerait la disparition de bon nombre d'églises, car certaines églises sont pauvres, notamment ceux dans des régions pauvres. Voilà. Alors pour cela, les frères Méjean, un était haut fonctionnaire et l'autre était François, était secrétaire général de son union d'église, disent on ne peut pas laisser se faire cela. Il nous faut quelqu'un pour nous aider à alerter l'opinion publique sur cette mauvaise loi qu'on est en train de nous pondre, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils cherchent quelqu'un, ils disent Relais veut de faire quelque chose de remarquable avec l'affaire Dreyfus. Allons le voir. À ce moment-là, Rolalier est très malade. Il vient de perdre son ami Tommy Fallow, qui a été son mentor en quelque sorte. Et puis il a des débuts d'AVC, pas d'AVC, oui, il fait une petite crise en tout cas, hein, de paralysie par moment. Et il se dit qu'il ne peut pas, mais face au défi que se présente à lui, il s'engage dans ce nouveau défi. Et c'est ainsi qu'il va, là encore, saisir la presse, toujours avec Charles Péguy, son ami, et il va écrire des articles pour permettre que l'opinion publique prenne en compte le défi de la loi qui a été présentée. Vous savez, les lois sont présentées souvent au peuple, on y va, mais sans lire le contenu des lois. Et Jean Méjean avait lu le contenu de la loi, il avait su prévenir, et donc il va travailler en amont pour Aulalier, disant à Rollet qu'il est libre d'écrire ce qu'il veut, mais il prépare en amont ses réflexions sur ce projet. Et la loi stricte va devenir une loi en fait compte libérale pour les églises et permettre vraiment une belle loi du 9 décembre 1905. Est-ce que c'est une sorte de lobbying de la part de Raoul Allier, un peu, auprès des députés ou des... Cavalier avait saisi l'importance de la presse, et de la communication. Et donc, il va faire un livret pour chaque député, ce qui est remarquable. Je n'ai pas pu savoir par qui cela a été financé, mais en tout cas, il a pu vraiment interpeller comme cela et faire un travail de fond et aussi véritablement permettre que l'opinion publique soit elle-même très interpellée. Il avait vraiment saisi le rôle de la presse, hein, et de la communication dès l'affaire Dreyfus. Et c'est pour ça que les frères Méjean l'ont contacté. Hein. Il faut bien prendre en compte cela. C'est pour ça que les frères Méjean l'ont contacté. Ils se sont dit que c'est l'homme idéal pour la situation. Et alors donc là, on approche donc 1905, 1910, et puis la Première Guerre. Qu'est-ce qui va se passer pour lui à ce moment-là? Alors, c'est un moment effroyable pour lui et sa famille. Toute la famille va être marquée par cet événement. Dès les premiers jours de la guerre, son fils Roger disparaît. Et pour avoir côtoyé la famille, hein, notamment Violet Grapp et la petite fille, qui a connu et le grand-père, et elle dit comment ce poids-là va peser sur toute la famille. La perte de Roger Allier, qui était le fils aîné, qui était promis un bel avenir, qui était celui qui était tout auprès de son père, qui travaillait dans le même bureau que son père et qui préparait le concours au Conseil d'État. Voilà. Il va donc comme sous-officier et il disparaît. Et le père qui avait commencé à faire des messages, loin d'être abattu, il fait des messages de soutien de guerre, des prédications. Et ce qui m'a surtout frappé, ça c'est dans un premier que j'avais écrit Le prédicateur en temps de guerre, hein, mais c'est le travail de reconstruction qui va se faire après, notamment auprès de sa femme, il va prendre soin de son épouse. Son épouse va porter le deuil tout au long de sa vie, il faut prendre ça en compte, hein, tout au long de sa vie. Et sa propre petite fille va dire comme elle n'a jamais vu sa mère, sa grand-mère en dehors, en dehors que le fait qu'elle soit en deuil. Voilà.
Et donc, pour cela, euh, il va vraiment faire un travail de fond, de consolation auprès de son épouse, et pour se reconstruire lui-même et encourager le peuple de Paris. Il va se décentrer sur lui-même, à prendre conscience qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Il n'est pas le seul à avoir perdu un enfant. Ce sera pour lui une étape de faire la guérison et aussi pour aller de l'avant, choisir la joie malgré tout et penser aux autres au-delà de son propre deuil. Tragique, mais une réalité constante. Comment vous avez rencontré, on pourrait dire, Raoul Allier? Comment vous est venue l'idée de travailler sur ce personnage très marquant du protestantisme du XXe siècle? Mais c'est le bibliothécaire, hein, Sylvie T, de Vincennes, Forneuf de Vincennes, qui un jour m'a montré un texte, m'a dit, tiens Daniel, regarde cela. J'étais tellement ému en lisant un texte qu'il avait pu écrire sur comment qu'il avait vu son fils partir à la guerre. C'est tellement effroyable que j'ai voulu savoir plus qui était cet homme, et qui était-il. C'est tellement bien écrit que j'ai voulu en savoir plus. Quand je vais faire un diplôme de master, moi master, je l'ai montré à mon directeur de moi, il dit, on fonce. Voilà. On essaie de tout savoir là-dessus. C'était à la période de 14, hein, donc de 2013. Donc il fallait y aller dans le cadre du centenaire de la guerre. Voilà. Dans la dernière partie du livre, vous parlez du rapport de Raoul Allier avec la mission, la missiologie. Est-ce que vous avez étudié ça? Alors c'est un point important chez Rolali. Il est un visionnaire de la relation, quelque sorte nord-sud. Il a compris qu'on ne pouvait pas simplement évangéliser, mais saisir l'importance des peuples autochtones, de leur culture. Et là, il va rentrer en débat véritablement aussi bien avec les missionnaires qu'avec les propres autochtones eux-mêmes, car il va comprendre qu'on doit les respecter. Ça, c'est un élément fort. Il avait pris conscience à l'égard de ce qu'il voyait, de ce qu'il recevait des courriers. Tu regardes de certains missionnaires qui ne prenaient pas en compte la réalité de l'autochtone. Et c'est ainsi qu'il va écrire plusieurs ouvrages, Non civilisés et nous, des titres qui semblent dépassés aujourd'hui, mais dont le contenu semble porteur de beaucoup de sens. Vraiment, c'est une partie importante de mon texte, parce que Rolalier a fait une partie importante de son ministère. Il a interpellé sur les dangers du risque de ne pas respecter les autochtones, de les voir partir vers le communisme. Car si on ne les respecte pas, on les éloigne de Dieu au lieu de les rapprocher de Dieu. Et puis surtout, on est à une époque où on est encore loin de la décolonisation. Donc ça joue quand même dans le rapport entre les missionnaires européens et puis peut-être dans les pays dans lesquels on importe cette foi. Voilà, tout à fait. D'autant plus que à cette époque-là, on pensait, on avait encore nos sortilèges, si je puis dire, nos sortilèges, nos impressions, nos fixations sur l'autochtone, nos images. Et les images étaient pas très bonnes, dans le sens que on répétait ce que les colons disaient quand ils revenaient, ce que les missionnaires disaient quand ils revenaient en Europe. Et donc, il invite à changer le discours et à bien analyser les discours. Il a appris à analyser ce qu'il y avait derrière la lettre du missionnaire. Si vous voulez en savoir beaucoup plus encore sur la vie de Raoul Allier, sur sa pensée, je vous invite donc à découvrir ce livre qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan. Merci beaucoup.